C'est pas facile pour eux d'écrire, ça c'est sûr. Ensuite, c'est un exutoire, l'écriture, c'est un échappatoire. Ça leur permet aussi d'évacuer plein de choses. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis contente de te retrouver dans cet épisode un peu particulier parce que nous sommes en pleine semaine du Podcaston, un événement qui dure 7 jours et pendant lequel plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. J'avais donc très envie d'y faire participer le Café des auteurs avec une association qui s'appelle Blackout en scène, qui organise des ateliers d'écriture, les met en scène sous forme de pièces de théâtre, de slam et d'autres choses encore, et notamment sur des thèmes très forts, qu'il s'agisse d'obésité, de déni de grossesse ou encore de la vie dans les quartiers. J'avais très envie de discuter avec son fondateur, Fabrice Garcia Carpintero, sur un petit peu comment on part d'ateliers d'écriture avec des personnes de tout genre et horizon, et comment on transforme ces textes-là pour en faire de belles pièces de théâtre de qualité professionnelle. Je te laisse donc avec notre épisode. Et on est avec Fabrice Garcia Carpintero de l'association Blackout en scène. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux présenter l'association ? Eh bien, je suis le directeur de l'association Blackout en scène. Et j'ai créé cette association avec un bureau il y a presque 10 ans maintenant, en 2014. L'idée, c'était de valoriser des écrits sous différentes formes, que ce soit via de la production de recueils, la production de théâtre ou la production de cinéma, de films essentiellement du court-métrage. Et dès le début, il y avait cette dimension mélange de genres, d'écrits, de théâtre, etc. Donc. Oui, parce que moi, à la base, je suis animateur d'ateliers d'écriture. Et à l'époque, j'intervenais dans une polyclinique de Chemieux sur Limoges, auprès d'un chirurgien qui a une spécialité assez particulière, qui est la bariatrie. C'est un chirurgien qui découpe des estomacs, court-circuite des intestins grêles, pour permettre à des gens en obésité, en forte obésité, ce qu'on appelle l'obésité morbide, de perdre du poids assez rapidement. Et donc j'intervenais dans le cadre d'ateliers d'écriture pour récolter les sentiments et ce que vivaient ces gens-là avant l'opération, pendant et après l'opération. Et donc on s'est retrouvé avec pas mal d'écrits qui ont donné lieu à un livre par la suite qui s'appelle Le poids des mots. Et ces écrits avaient aussi parfois la forme de petites scénettes de théâtre. Et on s'est dit pourquoi pas lancer une sorte de théâtrothérapie. Alors, je mets ça entre guillemets parce qu'on n'avait pas de formation d'art-thérapeute à l'époque. Et donc, avec ce chirurgien, on s'est dit pourquoi pas faire une forme de théâtrothérapie autonome en embauchant donc une des patientes qui faisait du théâtre professionnel à l'époque et qui a mené des ateliers donc de mise en scène, des scénettes qui pouvaient être mises en scène à l'époque. On a continué l'écriture sur une quarantaine de thèmes différents. Ça a donné lieu à une pièce de théâtre qui, au niveau du texte, faisait environ 6 heures. Donc j'ai demandé à un auteur professionnel de théâtre de reprendre tous ces textes-là et de condenser. Et on a fini par créer Damo, alias Dame Obésité. C'est une pièce de théâtre qui a tourné à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Alors elle n'est plus dans sa forme initiale, mais elle continue à tourner un peu. Et donc c'est le récit réel de personnes qui ont perdu 60, 70 kilos, voire 100, 150 kilos grâce à cette chirurgie-là. C'est une pièce qui a reçu plusieurs prix, le prix de santé publique de la part de la CPAM, le prix national talent de patient, le prix du meilleur projet participatif à l'époque aussi, un prix national aussi. On l'a joué un peu partout en France et on l'a même joué à Marrakech là, en mars dernier. Ensuite, on s'est intéressé également à un autre sujet qui était peu abordé dans le théâtre, qui est le déni de grossesse. On a récolté une quinzaine de témoignages de personnes qui avaient vécu donc un déni soit partiel, soit total. Et on en a fait une pièce de théâtre. Alors, c'est pas avec le même auteur. La première pièce de théâtre, Damo, a été écrite par Thierry Charrière et la pièce de théâtre sur le déni de grossesse a été écrite par Alexandre Josse.
Et cette pièce-là s'appelle J'arrive. Elle tourne encore. On l'a jouée aussi très, très dernièrement sur Limoges, enfin à côté de Limoges, pour le festival international du dessin humoristique de presse, juste à la fin du festival. Et donc c'est une pièce, encore une fois, adaptée de témoignages, et avec une dimension poétique et fantastique, parce que c'est une femme qui va être hospitalisée en urgence pour des douleurs au bas-ventre, et on va lui annoncer qu'elle est en train d'accoucher. Et ça bascule dans le fantastique du moment où l'enfant arrive. Et l'enfant, il arrive, il est déjà pas adulte, mais adolescent, il est en costard-cravate, et une discussion va se mettre en place avec la mère. Et là, ça devient très poétique et très fantastique. Il y a cette dimension de dialogue et de potentielle chance de survie de la mère et de l'enfant. C'est un combat jusqu'au bout de la pièce, une sorte de montagne russe. On passe du rire aux larmes très rapidement, et j'ai trouvé cette pièce très réussie, justement pour ça et pour le message qu'elle transmet. Dans tous les cas, ce sont des thèmes donc très forts. Comment on demande à des personnes d'écrire sur leur vécu, comment on les intègre dans la démarche artistique sur des thèmes aussi riches en émotions? Alors nous, on ne contraint pas les gens. C'est une participation volontaire. C'est pas facile pour eux d'écrire, ça c'est sûr. Ensuite, c'est un exutoire, l'écriture, c'est un échappatoire. Ça leur permet aussi d'évacuer plein de choses. C'est pour ça qu'on utilise le terme d'art-thérapie, même si, encore une fois, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, puisque en fait, il y a toute une part psychologique derrière l'écriture qui est importante. On voit ça au travers de différents sujets aussi. On travaille beaucoup avec des gens qui sont sujets à la dépression, à des troubles psychologiques, psychiatriques. Donc ça fonctionne très bien avec eux aussi. Alors, est-ce que c'est difficile de demander aux gens? Non. Ce qui est difficile, c'est le passage à l'acte, c'est l'écriture elle-même, c'est l'angoisse de la page blanche, de ne pas savoir comment commencer. Mais après, je suis là en tant qu'animateur d'atelier pour lancer les gens. Il faut savoir que j'anime des ateliers auprès de tous les publics qui existent. Moi, je vais du CE2 jusqu'à la fac, parce que moi je suis directeur du pôle écriture du service culturel de l'Université de Limoges. Et j'interviens auprès de scolaires. Par exemple, l'année dernière, j'ai croisé 1080 jeunes pour un prix qui s'appelle le prix littéraire Mosaïque en Limousin. Et je les ai fait travailler sur la thématique de demain. Donc ça faisait 45 classes, il me semble. On a élu un texte coup de cœur par classe. Et j'ai regroupé tous ces jeunes à l'Opéra Théâtre de Limoges, donc plus de 1000 jeunes. Et chaque coup de cœur de chaque classe est monté sur scène pour déclamer son texte. Parce que j'ai une spécificité aussi, c'est la prise de parole via le slam. Donc c'est encore une autre approche du français, une autre approche de l'écrit, aussi une autre approche de l'apprentissage par cœur. C'est entre la musique et le théâtre. C'est une sorte d'intermédiaire qui est assez intéressant, parce qu'il permet de donner la parole à tout le monde. Tout le monde peut se l'approprier, comme il le souhaite. Le slam, à la base, c'est 3 minutes de texte, pas plus, de la poésie, une absence de musique et une absence d'accessoires. En fait, chacun se l'approprie comme il le souhaite. Et c'est pas forcément de la poésie, ça peut être du conte, ça peut être autobiographique, ça peut être de la fiction, ça peut être un mélange des deux avec de l'autofiction. Tant que c'est déclamé devant un public, ça devient du slam. C'est une prise de parole qui est intéressante aussi, puisque ça permet de passer des messages, ça permet de passer des émotions, ça permet aussi de prendre de la confiance en soi, ça permet une certaine cohésion de groupe aussi dans certains cas de figure, une ouverture vers les autres, voilà. Donc moi je suis partisan de ce genre d'écrit lu. Alors la lecture, ça passe par le slam, ça passe par le théâtre aussi. La dernière chose que j'essaie de développer via l'association, c'est le cinéma, qui est encore une chose un peu différente, mais on y reviendra. Et effectivement, c'est très varié, et notamment c'est très différent d'écrire un texte pour en faire une pièce de théâtre, du slam, ou quand on écrit juste pour soi. Est-ce qu'il y a un retravail des textes du coup de témoignages, par exemple, qui sont faits dans le cadre des ateliers d'écriture pour en faire les pièces de théâtre? Ou est-ce qu'on cherche au contraire à rester le plus proche des mots On cherche à rester au plus proche de ce qui a été dit, on est fidèle au témoignage,
Mais évidemment, on n'écrit pas un slam comme on écrit une pièce de théâtre ou comme on écrit un scénario. Il y a des règles à respecter. Et ça, c'est tout le travail de l'auteur professionnel que je fais intervenir par la suite. L'idée, c'est de proposer un travail le plus professionnel possible pour valoriser au mieux la parole des témoins. C'est ce qui va permettre par la suite de créer une véritable pièce, de voir le message se propager dans des salles de théâtre, devant des publics qui n'étaient pas forcément très sensibles à ce sujet-là, parce que on s'ouvre aussi à un public qui n'est pas sensible ou alors qui n'est pas sensibilisé ou informé par rapport à tout ça. Donc, pour que la parole elle soit diffusée le plus largement possible, il faut que l'aspect professionnel soit important derrière, soit vraiment carré, que tout soit fait dans les règles de l'art. Parce que quand on va voir les diffuseurs derrière, la pièce elle doit ressembler à une pièce de théâtre et pas à du théâtre amateur, sans vouloir déprécier le théâtre amateur, parce que c'est très bien aussi. Donc oui, on s'applique à respecter le cahier des charges d'une pièce de théâtre, le cahier des charges d'un court-métrage, le cahier des charges d'un texte slam, si par la suite, notre volonté est de diffuser le plus largement possible les messages et les témoignages de ces gens-là. Et est-ce que ça aide les gens, parce que ça peut être aussi intimidant de se dire qu'on va utiliser leur texte pour le mettre quelque part et nourrir une pièce de théâtre? Est-ce qu'ils sont au courant dès le début aussi que c'est pour une pièce de théâtre, par exemple? Oui. On prévient tout le monde d'entrée de jeu. Il y a parfois des gens qui refusent, tout simplement, ils aiment bien écrire et ils ne veulent pas forcément partager leur vécu au-delà du cercle d'écriture, des participants du cercle d'écriture. Mais les personnes qui participent à ce genre d'atelier, généralement, sont au courant, dès le démarrage, que leur texte va servir à aller au-delà de la simple littérature. Pour revenir sur cet aspect-là, avec Damo, on avait développé 2 pistes de travail. La première piste, c'était la piste professionnelle, donc à laquelle on s'est tenu vraiment au cordeau. Et à la piste amatrice, donc on a proposé des ateliers de théâtre amateur aux personnes qui avaient témoigné. Et donc on a réussi à regrouper 10-12 personnes qui se sont lancées dans la mise en scène de leur propre scénette par eux-mêmes. Et ces auteurs ont pu se produire sur scène lors d'événements en lien avec la santé, en lien avec le diabète, l'obésité, la sédentarité, etc., lors de conférences, par exemple. Ils ont pu aussi se produire en première partie des pièces professionnelles sur des scènes de théâtre véritables. Là, encore en octobre dernier, ils ont fait la première partie de J'arrive sur scène devant 200 personnes. Et ça entre en ligne de compte dans ce que j'appelais la valorisation du travail accompli. C'est qu'on ne fait pas ça juste pour la beauté du geste, on fait ça pour que les gens soient valorisés, que leurs témoignages soient entendus et qu'il se passe des choses derrière. Il y a beaucoup du coup de personnes qui prolongent avec ce côté théâtre. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que pour ma part, mais bon, moi c'est plutôt le côté écriture, j'ai l'impression que ce serait plus dur d'écrire mon témoignage que d'aller l'incarner après si j'avais réussi à l'écrire, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par eux aussi. On n'oblige personne. C'est ça la beauté de ce genre d'atelier, c'est qu'on n'est pas dans l'obligation. On propose et les gens font leur propre choix, décident d'aller sur scène ou pas, décident de s'investir dans le travail de répétition ou pas. Pour vous dire si ça fonctionne, depuis 2014 que l'on a créé la pièce de théâtre Dame Obésité, on a une troupe. On a une troupe d'amateurs, des patients du docteur dont je parlais tout à l'heure. Entre parenthèses, ce docteur s'appelle Maxime Soji, il faut que je cite quand même. Ces patients viennent régulièrement aux ateliers et se passent le relais en fait, sur des scènes qui ont déjà été écrites ou sur des nouvelles créations. Est-ce que du coup pour les mêmes pièces, vous refaites ensuite des ateliers d'écriture sur le même thème ? Certains nouveaux venus sur le projet s'autorisent d'ajouter des scènes de leur propre témoignage. Voilà. Ça, c'est pas interdit. On essaie de pousser l'investissement des patients le plus loin possible. Alors, moi, j'avais vu un de vos spectacles sur le site qui s'appelait Sabla Story, qui était joué par les habitants d'un quartier. Est-ce que tu peux en parler ?
Alors c'est assez particulier là encore, c'était une commande de la ville de Limoges, car le quartier prioritaire du Sablard est en cours de restructuration. Et l'idée, c'était de garder une mémoire du quartier sur sa construction, son développement, et ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il pourrait devenir demain. Donc j'ai proposé, comme à mon habitude, des ateliers d'écriture, et puis de prise de parole avec du slam, avec de la musique, avec de la vidéo. Et on est tous tombés d'accord sur le format comédie musicale. Et on s'est amusé à créer une comédie musicale avec les habitants du quartier, avec différentes décennies. On est parti de 1960 et quelques dans la création de la première tour du quartier jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait un tableau par décennie avec différents participants. Alors c'était intergénérationnel, on avait des enfants de 5-6 ans jusqu'à des adultes, des seniors assez avancés en âge, mais je tairai leur âge par respect. Et du coup, voilà, ça a donné quelque chose d'assez sympathique. Alors, la problématique avec ce projet, c'est que c'est tombé pendant les différents confinements, pendant la crise du Covid, et que ça a traîné un peu. On a quand même réussi à se produire une fois, on a réussi à avoir une petite ouverture sanitaire, c'était en 2021 ou 2022. Et là encore, ils ont pu se produire sur une vraie scène de spectacle, devant une salle comble. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on avait à peu près 45 personnes qui montaient sur scène. Alors pas tous en même temps, mais voilà, on avait des écoles impliquées, des collèges. Alors l'école du quartier, le collège du quartier. On avait des associations. En fait, l'idée, c'était aussi de créer du lien, de tisser des choses entre les acteurs de quartier. Pour que derrière il reste voilà, une trace de notre intervention aussi, que ce soit pas simplement un petit délire entre habitants sur scène, que ça puisse créer voilà, de la cohésion. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la cohésion de groupe. C'est pas seulement le groupe d'écriture, c'est tout un groupe autour d'un projet. Parce que sur le projet Sablard Story, on avait besoin de décors, on avait besoin de costumes, donc on a fait appel à des associations spécialisées dans les ateliers de couture sur les quartiers, on a fait appel à des gens qui étaient spécialisés dans les décors, on a fait appel à des dons pour certains éléments de décor. Après, différentes associations pour les ateliers de chant, puisque moi j'ai pas cette capacité-là. Atelier de chant, atelier de musique, etc. Donc au final, on a quelque chose qui a perduré aussi quelques années. Bon, on n'a pas pu véritablement se produire une seconde fois sur scène, mais ce qu'on a pu proposer, c'était quand même des extraits lors d'événements sur le quartier et sur d'autres quartiers d'ailleurs. Tout ce projet-là de Sablard Story est parti d'un projet antérieur encore, qui avait débuté en 2017, qui s'appelait La Flamme Slam. Et la Flamme Slam, c'était des ateliers qu'on donnait, des ateliers gratuits, ouverts à tous, qu'on donnait dans tous les quartiers prioritaires de Limoges. Et en fait, après, on a étendu ça aux quartiers non prioritaires, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on isole des quartiers prioritaires des quartiers non prioritaires. Donc du coup, sur Limoges, il y a 12 quartiers au total, et on a fait un quartier par mois pendant 1 an. Et on proposait des ateliers 2 fois par semaine d'écriture, de slam, de chant, de vidéo. Et à la fin du mois, avec les habitants du quartier, on créait un petit spectacle avec la diffusion d'un clip. Ensuite, on louait un bus, on amenait les habitants du quartier dans le quartier suivant. Ils se produisaient dans le quartier suivant et donnaient envie aux habitants de venir participer. Et ainsi de suite. Donc l'idée aussi, c'était de créer un lien entre les quartiers, essayer de tenter, à notre manière, de décloisonner un peu les quartiers. Et on a réussi à la fin à regrouper tout le monde dans une salle de spectacle en centre-ville de Limoges qui s'appelle l'Espace Noriac. On a fait 2 représentations complètes. Il faut savoir qu'il y a 180 ou 200 places dans la salle. Grâce à ce projet-là, j'ai gardé contact avec des habitants dans le quartier. Et ces habitants-là m'ont sollicité par la suite pour Sablard Story. Bah finalement, ce qui a aidé, c'était juste de voir ce que ça pouvait donner, en fait, de voir jusqu'où ça pouvait aller. Et le fait de les balader, entre guillemets, de quartier en quartier, ça leur a sûrement donné envie de participer. Oui, donc c'était le principe, oui. En fait, la prise de parole est difficile aussi pour les habitants de ces quartiers-là, parce que la plupart du temps, ils ont envie de râler. Parce que la situation n'est pas bonne, parce qu'il y a trop de travaux, parce qu'il y a de l'insécurité, il y a plein de choses. Donc ils n'osent pas, au démarrage, parler de ça.
Et par le biais du slam, justement, on leur prouve qu'il y a une manière poétique d'aborder les choses, et entre guillemets politiquement correcte aussi, et que ça ne dévalue pas le message qui est transmis, d'y ajouter de la poésie. Au contraire, ça peut renforcer ce qui est dit et renforcer la volonté de faire avancer les choses. Et ça doit plaire, j'imagine. Oui, ça plaît beaucoup, oui, parce qu'en fait c'est un espace d'expression libre. Ils peuvent parler de tout ce qu'ils souhaitent. Après, nous, on y met les formes, on les oriente, mais on peut très bien parler de politique sans citer personne. On voit comment La Fontaine le faisait à son époque avec ses poésies, donc, ses fables. L'idée, c'est de rester sur cet aspect-là poétique tout en transmettant des messages. On a monté le projet à partir d'une étude anglaise sur l'impact de l'écriture et de la prise de parole sur le passage à l'acte violent. Il y a une étude scientifique très sérieuse qui avait été menée qui prouvait que l'écriture et la prise de parole, notamment au travers du slam, faisaient diminuer le passage à l'acte violent. Et en fait, on s'est basé là-dessus pour aller chercher les financements auprès de l'Agence régionale de santé, parce que dans le cadre du contrat local de santé, il y avait un article qui stipulait qu'on devait se concentrer au niveau culturel sur cet aspect-là du passage à l'acte violent. Donc, sur le principe, la flamme slam, elle était là pour éviter le passage à l'acte violent, mais c'est juste un angle d'approche très institutionnel. C'est pas la vérité, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Ce que je disais, c'est la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, évidemment, elle va permettre aux gens de s'exprimer différemment qu'avec les poings ou avec la violence. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus personnelles qui concernent en rien le quartier ou qui concernent en rien les petites guerres intestines qui se situent dans ces zones-là, qui vont concerner plutôt la personne elle-même, sa vie, son envie de partager, son envie d'évoluer, d'avancer, ses espoirs, ses craintes, etc. Et c'est toi qui animes ces ateliers d'écriture. Est-ce que tu es seul? Parce que s'il y a beaucoup de participants, ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout que les thèmes sont sensibles. J'interviens souvent avec d'autres auteurs. Par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Christian Brissard, qui écrit depuis qu'il tient un stylo, qui a écrit peut-être 80 romans, une centaine de nouvelles, enfin, qui est très productif, et qui m'appuie régulièrement sur des groupes où je peux pas intervenir tout seul parce que voilà, ils sont 30. Au-delà d'une quinzaine de personnes, j'essaie d'avoir un appui soit auprès, donc si ça se passe dans un collège ou dans un établissement scolaire de manière générale, auprès du prof, soit je fais intervenir un des auteurs qui a l'habitude de travailler avec moi. Ce côté auteur, ça m'interpelle parce que parmi les auditeurs du podcast, il y a beaucoup d'auteurs en herbe et je pense que pour eux, ça leur fera du bien d'entendre tout ce qu'on peut faire en fait en partant juste d'ateliers d'écriture, de textes par des personnes dont ce n'est pas le métier finalement et qu'on peut en faire des choses merveilleuses par la magie un peu du collectif, par le fait que tu te fais accompagner par des professionnels, enfin en tout cas pour le côté écriture, théâtre, etc. Je pense qu'effectivement, ce témoignage-là en fait sur l'association leur fera du bien. Qu'est-ce que toi, tu pourrais ajouter à ça? Je suis auteur également. Je suis romancier, nouvelliste et j'ai sorti très récemment un recueil de slam poésie aussi. En tant qu'auteur débutant, il ne faut pas s'attendre à gagner énormément d'argent avec les droits d'auteur. À moins de vendre plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par an, c'est très difficile de vivre de sa plume avec les simples droits d'auteur. Donc, l'orientation vers l'atelier d'écriture, encadré par exemple par la charte des auteurs-illustrateurs, ça peut être une source de revenus très intéressante qui permet d'arrondir les fins de mois. Et ça permet aussi de se créer un réseau qui va permettre de poursuivre les activités littéraires, non seulement parce qu'on va créer des liens avec éventuellement des éditeurs qui potentiellement vont pouvoir éditer derrière, mais ça crée aussi de la visibilité. Si on intervient dans des librairies, par exemple, dans les bibliothèques, régulièrement les médiathèques organisent des événements autour des auteurs. Il ne faut pas négliger les médiathèques non plus. Donc il y a plein de pistes intéressantes d'activités paralittéraires
le fait de s'intéresser aux ateliers d'écriture, ça permet de réussir à vivre de ce qu'on fait, quoi. Tu m'as parlé d'une campagne participative. Oui, alors c'est un projet qui me tient énormément à cœur, ça aussi. Basé sur un témoignage, mais cette fois-ci sur mon propre témoignage. Voilà, moi je suis le père d'un petit garçon qui s'appelle Esteban, qui a été diagnostiqué autiste Asperger très jeune. Il y a quelques années de ça, c'était en 2020, il avait 5-6 ans. Je le regardais sautiller sur place. Et, il est bourré de tics. Donc dès qu'il a une émotion un peu forte, il n'arrive pas à la retenir. Et tout sort par du flapping, par exemple. Il a les mains qui claquent, il sautille, il saute partout, il danse. Et j'étais fasciné par cette danse, justement. Et je me suis dit, c'est quelque chose qu'on voit rarement, c'est esthétique, c'est beau même. Et je me suis dit, tiens, ça ferait une belle scène de cinéma. Et je me suis dit, comment traduire le point de vue de l'enfant autiste Asperger au travers de son propre regard. Et j'ai beaucoup discuté avec Esteban et je l'ai enregistré sur des sujets très techniques parce que voilà, il adore tout ce qui est scientifique, la chimie, la physique, les astres, le corps humain, etc. Et il a beaucoup de logorées sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il va évacuer son stress par les sujets scientifiques. Surtout à l'époque. Bon, on a beaucoup travaillé depuis, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était comme ça qu'il évacuait. Et donc, je l'ai mis en tension dans un scénario. Je me suis dit, je vais l'obliger à devenir un petit peu autonome, à sortir de chez lui, pour aller dire quelque chose à sa mère, qui se trouve pas très loin, mais ça fait une sorte de parcours initiatique. Et donc, j'ai commencé à écrire ce scénario, et à l'époque, j'avais un peu de temps, alors je l'ai proposé à des résidences, à des dispositifs, et j'ai vu que ça réagissait très bien. Je suis lauréat de talent en cours au Jamel Comedy Club. J'ai eu pas mal de retours positifs là-dessus. Et j'ai commencé à me pencher sur la forme que ça allait prendre. Et je me disais que pour passer de l'aspect un peu terne de la vie à l'imaginaire coloré de l'enfant, il fallait partir plutôt sur de l'animation. Donc je me suis dit, à la base, je me suis dit rotoscopie, un peu comme comme Mary Poppins, où voilà, on va basculer de la réalité à l'imaginaire par le dessin. Et en fait, c'est très compliqué la rotoscopie parce qu'il faut tourner 2 fois, il faut tourner une première fois en image réelle et après faire les dessins par-dessus, c'est un peu complexe. Donc j'ai choisi plutôt la 2D classique. Voilà. Et j'ai beaucoup galéré pour trouver des financements, pour trouver des gens intéressés, notamment illustrateurs, graphistes, animateurs. Et là, ça se dénoue depuis quelques mois là. J'ai croisé une illustratrice au FIBD l'année dernière, au Festival international de bande dessinée d'Angoulême l'année dernière. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Elle a apprécié aussi le scénario. On a commencé à travailler en juillet dernier. Donc elle a fait le storyboard, elle a commencé à développer les personnages, elle a commencé à dessiner les premières scènes. Et donc là, ça prend forme. On est à peu près 2 minutes de film sur 8 minutes au total. Et il me manquait une partie du budget. Il me manque environ 6 000 € sur un budget de 21 000. Et j'ai lancé une campagne de financement participatif sur Hello Asso, sachant que l'association Blackout en scène, c'est l'association qui porte le projet et qu'elle est classée d'intérêt général, donc elle ouvre droit aux réductions d'impôts. On a hâte de le voir en tout cas. Merci beaucoup Fabrice pour ce partage qui m'inspire plein de choses, vraiment. Et donne envie d'aller voir les pièces de théâtre de l'association. Un grand merci et encore une fois les liens pour te retrouver toi, l'association, les pièces de théâtre et également ta chaîne et le projet de film financé par une campagne participative seront dans les notes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu trouveras les liens pour retrouver Blackout en scène, Fabrice et notamment le court-métrage dont il a été question pendant l'épisode que tu peux soutenir. C'est un peu le but aussi de ce podcaston, c'est de donner de la visibilité aux assos. Donc je te mets tout ça dans les notes du podcast et à la semaine prochaine au Café des auteurs.